Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être toujours fidèles à nos programmes. Améliorer la qualité des services des centres de santé, c'est le credo du gouvernement à travers le ministère de la Santé. Ce département ministériel, pour ce faire, a conçu et mis en œuvre un projet dénommé FBR, entendez, financement basé sur les résultats. Ce projet est coordonné par le programme de renforcement du système de santé, le PRSS en abrégé, que recouvre le vocable PRSS, que recouvre aussi le FBR. Eh bien, c'est justement pour mieux comprendre que cette émission a lieu. Et nous recevons, pour la circonstance, Madame Dorothée Akoko-Kende-Gaza, ministre de la Santé. Madame, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, on parle de RAMU, le régime assurance maladie universelle. Aujourd'hui, on parle du PRSS. Et tout ça, c'est à votre actif, Madame. Alors, le PRSS, qu'est-ce qu'on entend par ça? D'abord, je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez de parler du financement basé sur le résultat dans le secteur de la santé. Le projet de renforcement de la performance du système de santé, PRSS, est un projet du ministère de la Santé financé par nos partenaires. Actuellement, depuis environ 18 mois, nous sommes avec la Banque mondiale et notre ambition est d'avoir d'autres partenaires qui nous accompagnent. Il s'agit à travers ce projet d'instituer la responsabilité et la redevabilité des agents de santé, du personnel j'entends. Alors, comment est conçu ce projet? Chaque agent de santé signe un contrat avec le ministère de la Santé. C'est par agent ou bien par entité, centre de santé? Globalement par entité, mais le contrat est également individuel. Ce qui veut dire qu'il y a une solidarité de groupe qui doit s'opérer pour que l'annotation in fine du centre de santé soit positive et que tout le monde puisse bénéficier des intérêts qui découlent de ce financement basé sur le résultat. Je voudrais préciser que le financement basé sur les résultats, c'est d'abord une contractualisation sur la base d'un programme bien défini, évalué, et ce n'est qu'après l'évaluation que les émoluments viennent, des émoluments souvent trimestriels, et ça dépend des indicateurs qui sont fixés à l'avance. D'accord. Je crois que pour mieux comprendre, nous allons à la régie pour voir si tout est prêt. Nous allons suivre un élément témoin qui nous permettra d'être mieux fixés sur ce que c'est que le FBR. Hôpitaux de zone de Ouida, Lokossa et Adjong. Voici 3 des hôpitaux visités parmi les 6 hôpitaux des 8 zones sanitaires qu'appuie la Banque mondiale dans le cadre du concept du financement basé sur les résultats. Cette initiative est une importante réforme mise en œuvre par le ministère de la Santé depuis 1 an et coordonnée par le programme de renforcement de la performance du système de santé. Dans ces hôpitaux, rien dans la prise en charge des patients, depuis l'accueil jusqu'à l'administration des soins, en passant par la gestion administrative, ne doit plus se faire comme avant. Et c'est d'ailleurs le cas. Nous avons au niveau de la salle de soins toutes les fiches techniques, que l'agent ait déjà le prérequis ou pas, il y a ces fiches techniques-là qui l'orientent et ça lui permet de suivre la standardisation des soins. Ça fait qu'il y a moins de perte d'énergie, d'intrants ou de temps. À notre hôpital, aujourd'hui, il y a non seulement la mise en place des outils de gestion, mais il y a la mise en place d'un certain organes de gestion. Il y a un élément très important, c'est que les rapports de SNIS doivent être envoyés au plus tard les 5 du mois. Et ça là, nous devons respecter. Sinon, à l'évaluation, vous avez 0. Les dossiers des malades sont suivis à la lettre et c'est sur la base de ces dossiers que l'assistant technique du projet au niveau de la zone sanitaire nous évalue. Depuis l'avènement du FBR, nous ne perdons plus les dossiers. Les dossiers sont correctement rangés. Les dossiers existaient déjà au niveau de la maternité, mais en chirurgie, c'était dans les carnets des malades qu'on cochait les soins. Mais depuis l'avènement du FBR, chaque malade qui passe en chirurgie a son dossier
que ce soit en chirurgie ou en médecine pédiatrique. Le financement basé sur les résultats a révolutionné la pratique dans les différents services. Urgence, pédiatrie, maternité, médecine générale, laboratoire, etc. Avant le projet, on faisait la numération formule sanguine manuellement, mais avec l'avènement du financement basé sur résultats, nous avons eu l'automate d'hématologie, ce qui nous permet de donner les résultats plus fiables. Avec le système de corporate qu'il y a, c'est facile à joindre et le bloc et le gynéco. La prise en charge est bien coordonnée. Il y a la disponibilité des matériels, la césarienne qui est gratuite. Personne n'est plus indifférent à ce qui se passe. C'est le respect des normes qui est l'élément majeur que nous observons ici. Les gens sont engagés dans le respect des normes, dans l'accueil des malades et dans vraiment l'hygiène. Loin d'être une pratique des hôpitaux de zone seulement, la recherche de la qualité dans l'administration des prestations de soins oblige les équipes à travailler en réseau, tant au sein de l'hôpital qu'avec les centres de santé de communes et d'arrondissement, ce qui améliore considérablement les performances que les acteurs sont fiers de brandir et d'évoquer, car le changement des pratiques est visible et modifie le paradigme de la gestion dans nos formations sanitaires. L'hôpital de zone Ouidah est premier successivement 3 fois sur les 3 évaluations. Nous avons obtenu successivement 73,92 et 70,04 et 74,85%, et ce qui nous a valu plus de 60 de millions, dont 30 millions sont partagés pour le personnel et 30 millions qui sont destinés à acheter des médicaments et aussi des équipements médico-techniques. Les infrastructures sont améliorées, le matériel augmenté, tout ce dont on a besoin, on l'exige de l'administration et ils essaient de nous satisfaire avec FBR. Nous-mêmes, nous sommes contents de faire ce que nous devons faire au niveau de la maternité. Voilà, vous venez donc de suivre un élément témoin sur le FBR. Alors le FBR, madame, on pourrait dire que c'est une réforme dans le système sanitaire. Et tout à fait, c'est une innovation dans le système sanitaire béninois. D'autres pays nous ont devancés, mais nous venons de commencer au Bénin. Il s'agit donc d'une contractualisation, comme je le disais tantôt, pour améliorer non seulement l'accessibilité aux soins, mais également la qualité. Eh bien, l'agent de santé ou le centre de santé achète donc le produit, il est évalué et rémunéré en fonction des résultats atteints. Lorsqu'on évalue et que la performance n'est pas atteinte, eh bien, la rémunération s'en ressent. Donc, je pourrais donner l'exemple de certains hôpitaux de zone. Une dame l'a dit tout à l'heure. Oui, elle est administrative. Elle est administrative où, au premier trimestre, ils ont fait une évaluation. Ils étaient à 73% et ils ont eu une rémunération d'environ 30 millions de francs. Ça veut dire que les agents de santé, sur cette manne financière qui arrive dans l'hôpital, vont se partager la moitié, donc 15 millions de francs, et les 15 millions restants serviront à renforcer le plateau technique, à équiper le centre de santé. Donc nos agents ont bien compris qu'ils ont intérêt à être au poste, à garantir la qualité des prestations parce qu'ils seront évalués sur le service rendu. Donc il y a eu un regain de conscience, pourrait-on dire, conscience professionnelle. Nous pouvons dire qu'il y a un regain de conscience professionnelle. Je donne l'exemple d'un centre de santé. Au départ, ils avaient eu à peu près 13 millions de francs, mais à la 3e évaluation, ils ont triplé leurs revenus. Donc, ils sont maintenant au poste. Un agent de santé, vous allez le voir peut-être dans un élément, une sage-femme qui a l'habitude de venir et de recevoir même le personnel en civil. Mais avec le financement basé sur le résultat, elle a compris qu'elle doit être au poste avec la tenue réglementaire, donc dans sa blouse rose, parce que les évaluateurs ont une périodicité d'évaluation, mais ces évaluateurs peuvent débarquer à tout moment dans le centre de santé. Comme des contrôles inopinés. Des contrôles inopinés dans les centres de santé, mais je peux garantir que les agents apprécient et cela leur permet de renforcer les capacités des centres de santé.
Alors, madame, parlons un peu des spécialités qui sont prises en charge par le FBR. Est-ce que c'est toutes les spécialités au niveau de la médecine? En principe, ça devrait être toutes les spécialités. Mais compte tenu de nos revenus, de l'appui dont nous bénéficions de nos partenaires, nous avons privilégié, et pour cadrer avec les objectifs du millénaire pour le développement, nous avons ciblé les OMD 4 et 5, c'est-à-dire les OMD qui se rapportent à la santé maternelle et infantile. Donc c'est surtout, vous verrez que c'est surtout par rapport à l'OMD 4 chez les enfants et l'OMD 5 chez la femme, la mortalité maternelle, que nous focalisons notre attention sur le financement basé sur le résultat. Alors, d'entrée de jeu, vous avez parlé de ce financement qui va couvrir certaines zones, certains hôpitaux de zone. Alors, quelles sont ces zones concernées? Est-ce que c'est tous les hôpitaux? Nous avons essayé de cibler les hôpitaux en fonction de notre ancien découpage administratif par rapport au département. Lorsque nous prenons le département de la Takora-Donga, nous sommes dans la zone sanitaire Kwande, Wassa-Peonko, Kéru. Lorsque nous prenons la Libori, Borgou à Libori, nous sommes à Bani-Kwara. Dans les départements des Eaux et Collines, nous sommes à Kovek-Zanyando et nous sommes également à Boikon, à Boumé. Lorsque nous venons dans le Mono, nous sommes à Lokosa, à Tiémé. Dans l'Ouémé Plateau, nous sommes à Adjoum, Bonou, Dangbo et Port-Novo, Agégué, Semepoji. Dans l'Atlantique, nous sommes à Ouida, Pomassé, Toribosito. Donc, c'est 8 zones sanitaires avec lesquelles nous démarrons sur le financement de la Banque mondiale. Donc, grosso modo, ça couvre tout le territoire? Ça couvre tout le territoire, mais nous n'avons ciblé que 8 zones sanitaires. Nous en avons en tout 34. Et nous escomptons d'ici à la fin de l'année, avec les promesses attendues de nos partenaires, couvrir tout le territoire national, c'est-à-dire les 34 zones sanitaires. Le Fonds mondial envisage de nous donner le financement, mettre à notre disposition le financement pour 17 zones sanitaires. Avec la coopération technique belge, nous sommes déjà avec 5 zones sanitaires et avec Gavi, l'ONG internationale qui s'occupe de la vaccination, nous attendons le financement de 4 zones sanitaires. Nous aurons ainsi couvert les 34 zones sanitaires de notre pays pour renforcer la performance de notre système sanitaire. Alors, le FBR est conçu et on attend certainement des résultats. Qu'est-ce que vous attendez concrètement, madame? Comme je l'ai dit, c'est d'abord la qualité des prestations, parce que c'est ça notre combat. Nous avons des normes et nous devons respecter tout simplement notre déontologie. Donc le FBR est en train de reformer, de redonner une nouvelle dynamique à notre système sanitaire par rapport à la qualité des prestations. Nous allons également insister, en dehors de la qualité, sur l'importance de délivrer tout simplement des soins à la population, donc à la masse de travail que les agents offriront à la population. Parce qu'il n'est pas rare de trouver dans nos centres de santé des malades qui arrivent et ne trouvent pas le personnel au poste. Donc il est important de mettre l'accent sur l'accessibilité des soins, mais également sur la qualité des soins. Dans le reportage qui est passé tout à l'heure, vous avez vu, un agent de santé nous a présenté des algorithmes. Tout est écrit, séquencé et affiché. Donc, on est obligé de se tenir à ce qui est écrit dans le centre de santé avec les normes de façon précise et chaque agent sait à quoi s'en tenir dans ces centres de santé. Alors ça, c'est par rapport aux centres de santé, mais par rapport aux patients, par rapport aux clients, est-ce que vous avez le feedback? Est-ce que l'accessibilité s'est améliorée? Je voudrais dire qu'au sujet de l'évaluation, c'est une évaluation extérieure qui se fait. Nous sommes en contrat avec des évaluateurs qui sont des professionnels qui viennent évaluer. Ça, c'est un premier niveau d'évaluation. Nous allons en parler, oui. Nous avons également une évaluation par les pairs. Celui de Ouida va évaluer celui d'Adjoum, etc. Mais d'ici à là, nous voulons institutionnaliser l'évaluation par les bénéficiaires de soins. Et ce sera
la contre-évaluation. Et c'est à partir de là que nous serons vraiment rassurés de la performance de notre système de santé, parce qu'il faut que les acteurs se prononcent et nous disent leur vision de ce qui est fait dans les centres de santé. Déjà, l'accueil est très important. Est-ce que la population est satisfaite de l'accueil? Donc, autant d'éléments qui nous permettent de suivre, parce que nous avons une feuille de route par rapport à ce financement basé sur le résultat. D'accord, madame. Mais vraiment, est-ce que c'était nécessaire de concevoir ce projet-là? Est-ce que ce n'est pas superflu? Mais je pense que non. Nous ne pouvons pas dire que c'est superflu. Tout ce que nous devons faire pour améliorer notre système de santé, nous sommes obligés de le faire parce que nous voulons nous inscrire dans la durabilité, que cette amélioration s'inscrive dans la durabilité afin que nous puissions reformer notre système de santé parce que, comme je le dis souvent, nous recevons beaucoup de financement de nos partenaires et nous n'avons pas de l'efficience dans la gestion de ces financements-là. C'est pour cela que pour atteindre nos objectifs, notamment les OMD 4 et 5, nous avons pensé qu'il fallait aller vers cette réforme qui va nous permettre vraiment de mettre l'accent sur les agents de santé parce qu'ils seront évalués et rémunérés en fonction de la tâche accomplie. Je crois que nous avons fait quand même le tour du FBR de fond en comble, comme on le dit. Alors, nous allons demander à la régie si l'élément sur l'évaluation est prêt. Nous allons suivre comment se fait l'évaluation au niveau du FBR. La volonté politique du gouvernement béninois, la rigueur et la détermination des acteurs constituent la base du succès que saluent nos voisins. Dans le cadre de la mise en œuvre du financement basé sur les résultats, l'évaluation mensuelle des zones sanitaires par le programme de renforcement de la performance du système sanitaire et l'évaluation trimestrielle par les pairs ne font l'objet d'aucune complaisance. Sur les 2680 points disponibles, l'hôpital a obtenu 1683, ce qui donne un pourcentage 62,79. Chaque acteur, chaque maillon qui déconne compromet tout l'ensemble, mais la responsabilité doit pouvoir être située. Il y a des gens qui jouent le rôle de serveurs au niveau de cet hôpital et ne font aucun effort pour faire avancer le véhicule. Ceux-là, nous allons essayer de les recycler pour nous permettre d'avancer. Il y a le dispositif de compte vérification communautaire que nous sommes en train de mettre en place pour chaque cas ayant reçu des prestations dans nos hôpitaux et dans les centres de santé. On va prendre un échantillon, on ira au niveau de la population, au niveau des villages, pour aller vérifier si la personne a effectivement vérifié. Il est prévu des pénalités allant jusqu'à ce qu'on fasse sortir cet hôpital, ce centre de santé du dispositif. Aujourd'hui, le Bénin est fier, un an seulement après la mise en œuvre du financement basé sur les résultats, de partager ses bonnes pratiques en la matière avec des pays voisins. En effet, une mission de la Côte d'Ivoire soutenue par la Banque mondiale a séjourné dans notre pays au cours du mois d'avril. Nous avons vu que c'est une approche qui peut booster vraiment le système de performance au niveau sanitaire. Nous sommes allés sur le terrain et hier nous avons vu les réalités. J'ai beaucoup apprécié cette évaluation des pairs. Voilà des équipes qui travaillent ensemble, qui s'évaluent mutuellement, sans complaisance. Le Burkina Faso, presque 3 ans de mise en œuvre du financement basé sur les résultats, était aussi à Cotonou avec la délégation ivoirienne pour confronter la pratique du Bénin à la sienne. Nous avons été édifiés par l'expérience béninoise, surtout que lorsque nous sommes allés sur le terrain, nous avons vu que les agents sur le terrain étaient vraiment engagés dans cette dynamique-là. Et nous avons surtout été réconfortés lorsque nous avons vu les débats sur la qualité au niveau de l'hôpital de zone de Covin. Et les débats qui sont engagés à ce niveau-là nous ont permis de voir à quel point cette stratégie permet aux gens d'aller plus loin dans ce qu'ils faisaient avant, mais surtout de chercher à améliorer ce qu'ils font tous les jours. L'engagement personnel du ministre de la Santé à tout mettre en œuvre pour inscrire le secteur de la santé dans la démarche qualité a permis d'associer de nouveaux partenaires à ce concept qui sera désormais mis en œuvre dans les 34 zones sanitaires de notre pays.
L'atteinte des engagements des OMD Santé en 2015 est à ce prix. Nous avons démarré cette initiative avec la Banque mondiale à travers 8 zones sanitaires. Et avec nos partenaires techniques et financiers, nous avons l'opportunité d'accroître le nombre de zones sanitaires qui bénéficieraient du financement basé sur le résultat. Notamment avec le Fonds mondial, nous aurons 17 nouvelles zones sanitaires qui vont bénéficier de cette approche. Avec Gavi, qui est le partenaire qui s'occupe de la vaccination, nous aurons l'opportunité de couvrir 4 zones sanitaires. D'autres partenaires comme la coopération belge également s'alignent pour faire le financement basé sur le résultat dans les zones que ce partenaire appuie. Mieux, au niveau communautaire, je voudrais souligner que l'UNICEF s'investit également dans le financement basé sur les résultats au niveau communautaire. Ces efforts doivent, s'ils veulent continuer à produire des résultats sur le long terme, également prendre en compte dès à présent les réflexions sur la pérennité de l'initiative. Retour donc sur ce plateau. Eh bien, madame, vu cet élément témoin, on remarque qu'il y a 2 niveaux d'évaluation. Une évaluation mensuelle par le PRSS et une évaluation trimestrielle par les pairs. Pourquoi ces 2 niveaux d'évaluation? Il est important que la structure centrale de coordination qu'est le PRSS puisse savoir ce qui se passe sur le terrain. Donc l'évaluation partira non seulement de cette structure de coordination, mais également des évaluateurs extérieurs. Par rapport aux évaluateurs qui se déplacent dans les centres de santé, la première évaluation mensuelle est basée uniquement sur la déclaration. Nous avons fait 50 accouchements, on enregistre. La deuxième évaluation, qui est trimestrielle, passe en revue tous les dossiers de femmes ayant accouché. Une vérification pour voir si on a suivi tout le processus, si les normes sont respectées. Et c'est seulement après cette évaluation trimestrielle qui aborde la qualité, les normes, que l'on met une note au centre de santé ou à l'agent de santé. Nous parlerons donc non seulement de la quantité, mais surtout de la qualité des prestations. Est-ce que l'agent a le bon réflexe à son poste? Est-ce qu'il fait ce qu'il doit faire pour garantir des soins de qualité? Donc c'est ça les évaluations. Mais la prochaine étape, ce sera la contre-évaluation. Nous n'avons pas démarré. Et pour cette contre-évaluation, comme je le disais tantôt, nous allons impliquer les organisations communautaires de base qui sont dans la cité. Ce sont ces organisations qui vont nous dire si les populations sont satisfaites des prestations reçues dans nos centres de santé. Et la contre-évaluation n'a pas encore démarré. Nous nous attelons pour que cette contre-évaluation démarre dans notre pays. D'accord, madame. Voilà, le bébé est à peine né, il a à peine 1 an et déjà il suscite disons l'envie au niveau des pays voisins qui viennent déjà pour s'inspirer de l'expérience de ce bébé-là qui est né il y a à peine 1 an. Merci beaucoup. Je voudrais dire ma fierté par rapport au travail qui est fait par les agents de santé qui sont dans ces zones sanitaires. Et je pense que nous voulons éduquer par l'exemple. Donc ces agents de santé représenteront désormais un exemple pour les autres agents de santé. Et pour la sous-région également, le Bénin est en train de devenir un modèle du financement basé sur le résultat. Vous l'avez vu dans l'élément qui est passé. Le Burkina Faso a commencé depuis 3 ans, mais il est quand même venu à notre école. Et là, je pourrais dire que c'est le génie béninois. Le béninois, il faut savoir tout simplement l'encadrer, lui donner les conditions idéales pour travailler et tout le monde s'en porte bien. Donc je voudrais féliciter les agents et les encourager à aller de l'avant. Et c'est également l'occasion de dire que le financement basé sur le résultat nous permet de nous auto-évaluer. Tout le monde se sent concerné et on fait un travail d'équipe. Aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital de zone de Ouidah, c'est les aides-soignants qui se sont organisés pour assurer la salubrité dans l'hôpital parce que tout le monde sait
que l'évaluation va concerner l'hôpital. Donc chacun se surveille. Est-ce que tel agent fait ce qu'il doit faire, etc. Il y a une saine émulation dans les centres de santé et je pense que c'est positif. On a même vu quelqu'un qui disait chaque acteur, chaque maillon qui déconne, eh bien cette personne-là compromet l'avenir. Effectivement, nous avons eu un centre de santé qui s'est vu dévalué dans son annotation, donc a perdu des ressources. Mais l'évaluation qui a suivi, ils ont triplé leur performance et ils ont retrouvé les émoluments qu'on leur alloue. Donc on pourrait dire que la mayonnaise est en train de prendre et que faire donc, madame, pour que ces bonnes pratiques ne se perdent plus après que les partenaires et le financement va finir et que les partenaires vont se retirer parce que c'est un projet et ça a une durée. Je pense que nous devons déjà envisager la pérennisation de cette stratégie et le ministère de la Santé est en train de réfléchir. Nous allons impliquer tous les acteurs parce que nous n'avons pas encore la solution, mais nous pensons humblement que les élus locaux, qui sont des garants de la santé des populations, devraient s'impliquer. Les comités de gestion de nos centres de santé devraient mieux s'impliquer dans la gestion des hôpitaux et centres de santé de leur commune. Cela nous permettra vraiment de maintenir les acquis parce que nous avons parlé de renforcement, nous avons parlé de performance du système de santé. Donc on renforce et il y a un transfert de compétences, un transfert de capacités. Je pense que cela ne devrait pas se perdre. Il faut qu'on accompagne les agents de santé quand le financement de nos partenaires se sera retiré, que le pays même puisse prendre le relais pour que tout ce que nous sommes en train de faire ne se perde pas, que nous inscrivions tout cela dans la durabilité pour un meilleur système de santé dans notre pays. Alors une question apparentée à celle qui précède, quelles mesures prend le Bénin pour poursuivre le FBR après le retrait des bailleurs par exemple? C'est ce que je disais tantôt, il faudrait qu'on s'asseye et qu'on discute avant même que les bailleurs ne se retirent parce que en général, nous concevons des projets, nous recherchons le financement, mais très peu de structures pensent à l'après-projet. Donc nous sommes déjà en train de réfléchir et comme je l'ai dit, nous allons impliquer tous les acteurs, même la communauté, dans cette réflexion-là pour qu'on puisse mettre en place le financement à partir des structures nationales lorsque les partenaires se seraient retirés. Alors, en attendant donc une évaluation beaucoup plus approfondie du FBR, quelles sont les prochaines étapes, par exemple? Pour les prochaines étapes, d'abord, nous allons poursuivre la signature des contrats avec les centres de santé. Et nous allons également impliquer, comme je l'ai dit tantôt, par rapport à la contre-vérification, les partenaires communautaires, et les agents de santé communautaires, les relais communautaires, les comités de gestion, etc. Et là aussi, nous avons déjà commencé avec un partenaire comme l'UNICEF qui doit signer une convention avec les ONG qui sont dans les centres de santé. Une autre étape, c'est la formation. Je peux garantir qu'aujourd'hui, tous les directeurs départementaux de la santé sont formés. Donc, on doit aller vers la formation en cascade. C'est-à-dire le pool de formateurs qui existe dans nos zones sanitaires doit pouvoir former tous les agents des zones sanitaires. C'est ce que nous appelons la formation en cascade, que les équipes de zone se mettent ensemble pour former les agents de santé. Et nous avons au démarrage élaboré un document de cadrage de ce financement basé sur le résultat après l'évaluation à mi-parcours, c'est-à-dire après l'an 2, la prochaine étape sera de visiter ce document de départ, de corriger et de réajuster tout simplement les difficultés et les contraintes que nous aurions notées sur le terrain. D'accord, je crois que le FBR, c'est un exemple à suivre de toutes les façons. Et puis, bon, donc, les formations sanitaires estiment être lésées, madame. Alors, la cause évoquée, c'est la non-conformité de leur structure. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Oui, vous savez, nous avons parlé de normes. Nous avons parlé d'éthique. Oui. Pour que ces formations sanitaires puissent être évaluées à bon escient,
il faut que ces formations soient dans les normes. Vous savez, quand on crée un centre de santé, il y a d'abord la dimension de la salle de consultation, la dimension du bloc opératoire, etc. Il y a des centres de santé qui étaient des centres de santé de communes que l'on a transformés en hôpital de zone, par exemple. Vous convenez avec moi que ces hôpitaux n'ont plus les mêmes capacités et ne respectent pas les normes d'installation ou de création d'un centre de santé. Mais quand l'évaluateur vient, il ne veut pas savoir si on a respecté au départ, si la construction au départ était conçue pour être un hôpital de zone. Du coup, ça désavantage les agents qui sont dans ces centres de santé par rapport à la notation qu'on leur donne. Mais je peux dire que nous n'allons pas... Donc leurs plaintes sont justifiées quelque part. Leurs plaintes sont justifiées quelque part. Mais bon, pour le moment, je pense qu'ils peuvent compenser par la qualité de leurs prestations. Parce que notre système sanitaire est tel que nous n'allons pas détruire l'existant si nous n'avons pas de solution de rechange. Donc nous en sommes là aujourd'hui. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Et nous voulons tout simplement dire que les infrastructures qui sont construites ces dernières années respectent les normes. C'est les anciennes infrastructures qu'on a été obligé d'adapter par rapport aux circonstances actuelles. D'accord. Alors, nous allons parler un peu du coût du projet, revoir un peu le projet. Le coût du projet, madame. Avec la Banque mondiale, nous avons un projet d'environ 21 millions d'euros sur 4 ans. Et nous pouvons dire que c'est une importante manne financière qui va nous permettre d'atteindre les objectifs. Avec le Fonds mondial, nous avons une promesse de financement d'environ 28 millions d'euros pour le financement basé sur les résultats dans les 17 zones, mais pour 2 ans. Donc il va falloir mobiliser davantage de ressources pour continuer le programme. Et voilà les annonces de financement que j'ai actuellement, que je pourrais partager avec vous. Mais nous continuons le plaidoyer par rapport à nos partenaires pour qu'ils soutiennent vraiment ce projet qui va nous permettre de révolutionner le système sanitaire de notre pays et remettre tout le monde au travail, un travail de qualité, un travail efficace par rapport à la qualité des soins. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, madame, que le FBR est un passage obligé pour l'atteinte des OMD pour le Bénin? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que les résultats sont là et nous avons vu, que ce soit les hôpitaux de zone ou les centres de santé périphériques, nous avons déjà vu les changements, nous avons déjà vu l'engagement des acteurs. Aujourd'hui, une sage-femme qui fait un accouchement sait qu'elle a des comptes à rendre au gynécologue. Quand elle ne rend pas compte au gynécologue du centre de santé, elle est évaluée négativement. Alors qu'avant, elle fait des accouchements, elle n'est pas obligée de rendre des comptes. Mais aujourd'hui, elle rend des comptes parce qu'il y a la traçabilité. L'évaluateur vient pour vérifier la traçabilité dans tout le processus jusqu'au compte rendu à son supérieur hiérarchique qui est le gynécologue. Donc je pense que, excusez-moi le terme, mais je dirais que c'est une très bonne trouvaille de ceux qui réfléchissent, qui conçoivent les stratégies pour le secteur de la santé. Alors dites-nous, est-ce que le Bénin sera au rendez-vous de l'atteinte des OMD, et puisque c'est en 2015? C'est pour cela que nous avons focalisé l'attention sur l'OMD 4 et l'OMD 5, la santé maternelle, la réduction de la mortalité maternelle et la santé infantile. Je pense humblement que le Bénin sera au rendez-vous avec toutes les dispositions que nous sommes en train de prendre, avec le meilleur engagement. Nous sommes à moins de 2 ans, madame. Nous sommes à moins de 2 ans et je pense que vous pouvez donner la parole à nos partenaires. Nous ne sommes pas tout à fait loin de l'atteinte des objectifs. Et je pense qu'il y a exactement 2 semaines où nous avons fait notre réunion des partenaires techniques. Nous avons une réunion trimestrielle avec les partenaires techniques et financiers. Nous avons dit, nous sommes à moins de 1000 jours des OMD. Il est important que nous puissions extraire de toutes nos stratégies les stratégies qui ont un réel impact. Nous les appelons des stratégies à haut impact. Et sur les 1000 derniers jours, nous allons focaliser l'attention sur la réduction de la mortalité maternelle, la réduction de la mortalité infanto-juvénile. Donc je pense que le Bénin sera
au rendez-vous des OMD. Par rapport aux maladies prioritaires, je l'ai déjà dit sur ce plateau, nous avons fait des progrès. Tuberculose, nous avons déjà atteint les OMD. Le paludisme, nous ne sommes pas loin. Le sida, je peux garantir que 9 malades sur 10 qui sont dans notre filatif, donc qui ont besoin d'ARV, ont le traitement. Et les traitements sont disponibles? Les traitements sont disponibles, les traitements gratuits. Et nous allons, à la fin de ce mois de mai, signer le nouveau financement avec le Fonds mondial pour soutenir toutes ces actions-là. Par rapport au paludisme, je l'ai déjà annoncé, l'année prochaine, nous allons également organiser la campagne de distribution de masse d'environ 6 millions de moustiquaires. Et je pense qu'avec cela, par rapport aux maladies prioritaires, nous aurons atteint les objectifs. Alors, et sans oublier les expériences de gratuité que nous avons dans notre pays, la gratuité de la césarienne concourt également à la réduction de la mortalité maternelle dans notre pays, la gratuité de la prise en charge du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Ce sont autant d'initiatives prises par le chef de l'État, le docteur Boni Yahi, et n'oublions pas que nous évoluons vers la couverture du risque maladie. Et là, nous avons rendu compte au chef de l'État cette semaine par rapport à l'évolution du processus, parce que je me rends compte que les Béninois sont pressés. Tout le monde veut parler du RAMU, tout le monde veut avoir sa couverture, mais c'est un processus. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire nous avons une couverture. Il faut que le processus suive son chemin jusqu'au bout pour que les Béninois puissent être tranquilles et se disent nous avons une couverture du risque maladie dans notre pays. Mais nous sommes très avancés et cela ne saurait tarder. J'en donne l'assurance. Alors, madame, vous êtes très fertile en initiative, on vous le reconnaît, surtout pour le renforcement du système de santé au Bénin. Est-ce que vous avez quelque chose encore en projet comme initiative, toujours pour le renforcement du système de la santé? Je voudrais parler des cabinets illégaux. J'étais à l'Assemblée la dernière fois et là aussi, c'est un combat que nous menons. Et nous voulons vraiment que toute la population contribue à enrayer définitivement dans notre pays les cabinets illégaux qui sont des mouroirs où l'on tue nos concitoyens, nos frères et sœurs. Que toute la population s'implique et informe les autorités. Et c'est pour cela que nous avons imaginé les signes distinctifs qui vont nous permettre de montrer à la population les cabinets qui sont reconnus par le ministère de la Santé. Et là, nous avons eu l'aval du Conseil des ministres déjà pour mettre en place ces signes distinctifs. Je pense que ça va nous aider à éliminer ces personnes peu vertueuses qui profitent tout simplement du désarroi des populations pour gagner de l'argent sur le dos des populations. Autre chose que nous envisageons de faire, c'est la révision, toujours dans le même sens, de la loi sur l'exercice en clientèle privée. Et cette loi a beaucoup d'insuffisances, que ce soit par rapport à l'implantation des officines de pharmacie, que ce soit par rapport à l'installation des cabinets. Il est important que l'on revisite cette loi et que l'on renforce un peu la législation en la matière. Et enfin, je finirai par la transposition dans cette même loi des directives de l'UEMOA. D'accord, madame. Je fais bien donc de poser la question parce que je sais que vous êtes très fertile en initiative. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter à cet entretien pour qu'on en finisse. Oui. Merci beaucoup. Je pense que le financement basé sur le résultat est une réforme dans le secteur de la santé. Nous avons commencé par certaines zones sanitaires. Notre ambition est de couvrir toutes les zones sanitaires pour que le personnel de santé qui tous les jours a à cœur la prise en charge des malades soit mieux outillé pour respecter les normes et tout simplement la déontologie. Nous avons élaboré un guide que nous appelons les guides de normes et bonnes pratiques. Notre ambition est que chaque agent de santé en fasse un breviaire et ait ce guide-là à son chevet
pour pouvoir garantir des soins de qualité. Mais nous nous battons également pour mobiliser les ressources et rendre disponible le financement basé sur les résultats dans notre pays, sans oublier qu'il faille déjà envisager l'après-financement des partenaires pour que le Bénin puisse se prendre en charge. Nous avons signé à Abuja en 2001, nos chefs d'État et de gouvernement ont signé dans la déclaration d'Abuja que 15% du budget des États soit alloué à la santé. Nos pays n'y parviennent pas encore. Nous sommes à moins de 10% au Bénin. Nous allons continuer le plaidoyer auprès du gouvernement et des honorables députés pour qu'on alloue plus de ressources à la santé dans notre pays. Voilà, donc c'est sur cet appel de Madame le ministre que nous allons refermer cette édition, cette émission. À vous qui nous avez suivis, nous disons merci et à très prochainement.